Bonjour à tous, alors ça fait des années que j'accompagne les entreprises dans leurs enquêtes en ligne et ça fait à peu près aussi longtemps que je réponds à peu près toutes les enquêtes que je vois passer pour voir aussi ce que font les autres en termes d'enquête en ligne, dans le bon et parfois dans le moins bon, il faut bien le dire. Donc je vais vous partager aujourd'hui les 8 points qui sont vraiment essentiels pour moi pour réussir une enquête en ligne. Réussir une enquête en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de meilleurs résultats, des points auxquels vous n'auriez pas forcément pensé au premier abord. Ça permet d'avoir plus de réponses à votre enquête. Ça permet aussi d'avoir des répondants plus satisfaits, qui ont l'impression d'avoir passé un bon moment, d'avoir été utiles vraiment à votre démarche, et pas qui se retrouvent à la fin frustrés par un questionnaire un peu bancal, et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, on va commencer tout de suite, et les deux premiers points essentiels pour réussir vos enquêtes en ligne se situent dans la préparation et dans le cadrage. Souvent, on voit des gens commencer une enquête en ligne en listant les questions qu'ils ont envie de poser, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'on n'a pas fait les deux premières étapes qui sont nécessaires pour pouvoir justement lister et formuler ces questions, c'est se demander ce que sont nos objectifs et notre cible. Alors, sur les objectifs, déjà, ça paraît tout bête, mais écrire noir sur blanc, vraiment prendre le temps de dire « voilà ce que je cherche à obtenir de cette enquête », et obtenir, c'est pas lister les informations qu'on aimerait obtenir, c'est vraiment déterminer la finalité des informations qu'on va obtenir via l'enquête. Si vous faites une enquête de satisfaction client, votre objectif n'est pas d'obtenir le niveau de satisfaction client. Votre objectif, c'est d'obtenir des clients plus satisfaits la prochaine fois qu'ils viendront au magasin. Votre objectif, c'est de rattraper le coup si possible avec les clients satisfaits. Votre objectif, c'est etc. Ça, ce sont des objectifs qui vont derrière dicter les questions que vous allez poser. Par exemple, je discutais avec un client qui veut évaluer une formation. Il y a deux aspects à cette évaluation formation. La première, c'est améliorer la formation pour les prochaines fois qu'il le fera. Et la deuxième, c'est d'obtenir des éléments qui lui permettront de mieux vendre cette formation auprès des futurs clients. Ça, c'est élémentaire, mais ce sont des choses que je l'ai aidé à faire émerger. Et par exemple, le deuxième point, c'est je vais demander dans mon questionnaire un témoignage pour les participants qui voudront bien. Ça me permettra à mieux vendre. Si on ne fait pas ce travail de déterminer les objectifs, on peut passer totalement à côté. Le deuxième point, c'est sur la cible. Une fois qu'on a déterminé les objectifs, une fois qu'on sait vraiment quels objectifs on veut atteindre, on peut alors déterminer la cible qu'on va aller toucher avec cette enquête. Alors, il y a certains cas où la cible est un peu claire, on va dire. Typiquement, dans le cadre de l'évaluation d'une formation ou dans le cadre d'une enquête de satisfaction client, la cible, elle est claire. C'est les participants à la formation ou les clients. Donc il faut déjà déterminer la cible qu'on a envie de toucher, c'est une chose. Comment on va aller la toucher? C'est pas toujours si immédiat que ça, mais en plus de ça, il y a d'autres questions qui se posent. Il y a, par exemple, comment je m'assure que toutes les personnes qui répondent sont dans ma cible. Ça, c'est un point qui est très souvent oublié. On va interroger des personnes qui n'ont en fait rien à faire là. Le cas typique que je vois souvent, c'est l'étude de marché d'une personne qui crée une entreprise, qui va envoyer ça à son réseau, au sens un peu large, et du coup, elle va avoir uniquement des personnes qu'elle connaît qui répondent. Donc déjà, c'est un énorme biais. Et en plus de ça, elle ne va pas forcément vérifier si ces personnes sont concernées. Si vous lancez un espace de coworking et que vous interrogez tous vos proches sur le sujet, alors que, a priori, 95% de vos proches n'ont pas besoin d'un espace de coworking, votre enquête ne sert à rien. Donc ça, c'était pour la préparation, pour vraiment poser des bases solides pour votre enquête. Mais c'est pas parce que ça c'est fait qu'on peut tout de suite passer à lister les questions, les formuler, etc., ce que tout le monde adore faire, mais non, c'est encore un peu tôt. Maintenant, il faut passer à la structure, et ça, il y a deux points essentiels là-dessus. Déjà, il faut structurer votre enquête. Structurer votre enquête, c'est déterminer les parties. Comment est-ce qu'on fait ça? On repart des objectifs. Les objectifs, et je dis les objectifs parce que souvent, effectivement, il y en a plusieurs, c'est souvent 2, 3, éventuellement 4 objectifs que l'on poursuit à la fois, ces objectifs, en fait, ils vont sous-tendre plusieurs problématiques. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, voire plus, mais ces problématiques, il faut les lister, là aussi, noir sur blanc, et la plupart du temps, ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que prendre
une thématique et en faire simplement une partie du questionnaire. Ça permet de structurer, de donner une logique aux participants qui s'y retrouvent beaucoup plus, et ça vous permet, pour chaque thématique, pour chaque problématique, de dérouler un certain nombre de questions qui vont vous amener au point où vous souhaitez arriver. Parce que aller poser de but en blanc la question qui vous intéresse est la plupart du temps pas forcément la meilleure idée. Typiquement, si vous lui demandez aux gens les idées qu'ils ont pour améliorer tel ou tel point, si vous posez la question comme ça, vous n'aurez pas grand-chose. Si en revanche, vous posez les questions avant, pour préparer le terrain, pour se mettre dans le bon état d'esprit, pour creuser un peu le sujet, pour voir quels sont les problèmes, quels sont les sujets sur lesquels il faut réfléchir, etc. Là, quand vous poserez votre question, quelles sont vos idées pour, vous arriverez à quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, les questions ne peuvent pas être interchangeables. Il y a vraiment une structure, une logique qui doit apparaître dans votre questionnaire, et pour vous, c'est le plus important, mais idéalement pour les participants aussi. Parce que les participants s'ennuieront moins, et donc répondront mieux et abandonneront moins, s'ils ont l'impression d'avancer. S'ils n'ont pas juste l'impression que c'est une interminable succession de questions. S'ils comprennent qu'il y a telle partie, que dans telle partie, on aborde bien le sujet, on progresse, ben, ils voient la logique du questionnaire, ils ont l'impression d'avancer avec vous, et ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Et ensuite, en pratique, les différentes parties de votre questionnaire formeront en fait les différentes pages de votre questionnaire. Chaque page aura quelques questions, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, etc. Mais vous aurez des parties bien distinctes sur des pages bien distinctes. Idéalement, vous mettez en titre de page le titre de votre partie, ça aide justement vos participants à s'y repérer et à voir qu'ils avancent et à voir la logique de ce que vous leur demandez, parce que oui, c'est bien de communiquer aux participants la logique de ce que vous leur proposez. Donc à ce stade, on commence à avoir une ébauche de questionnaire, parce qu'on a différentes parties, et dans chaque partie, on a une progression, une suite logique de questions. À partir de là, le quatrième point essentiel pour réussir votre enquête, c'est de choisir le bon type de questions pour chaque question. Ça paraît bête dit comme ça, mais vous n'imaginez pas à quel point ça peut être mal fait. Déjà parce qu'il y a un certain nombre de types de questions qui sont sous-utilisés. Les questions ouvertes, évidemment. Les questions matrices. Et les questions cases à cocher, c'est les questions fermées où les participants ont la possibilité de cocher plusieurs cases à la fois. Ces questions-là sont souvent sous-utilisées, parfois un peu surutilisées, mais elles sont rarement utilisées ensemble, vraiment comme une palette de questions. Il y a souvent, dans un questionnaire, un seul type de ces questions-là qu'on matraque, et le reste est totalement oublié. Donc, sachez les équilibrer, et sachez surtout les utiliser quand c'est pertinent. Si vous cherchez à récupérer des idées des participants, c'est une question ouverte. Pareil, si vous voulez qu'ils dressent un constat, une analyse, etc., ça ne se fait pas avec une question fermée, c'est vraiment une question ouverte. Si vos participants peuvent être susceptibles de vouloir choisir plusieurs des choix que vous leur proposez, ça doit obligatoirement être une question case à cocher, donc avec plusieurs choix possibles. On voit beaucoup trop souvent des questionnaires qui imposent une seule réponse, parce que j'imagine que les concepteurs se disent que ça permet d'avoir des résultats plus tranchés, d'imposer vraiment aux répondants de se positionner sur un point, mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile pour les participants. Ça n'a parfois aucun sens, parce que des fois, se positionner, en fait, ne veut rien dire quand la réalité, c'est vraiment 3 points à égalité. Et finalement, ça va nuire et aux répondants, et aux résultats, et au taux de réponse, etc. Ensuite, quand vous voulez évaluer plusieurs points à la fois, c'est une question matrice. Dans une question qui évalue, il n'y a jamais de « et », il n'y a jamais de « ou ». On ne demande pas est-ce que le personnel était réactif et aimable. Pas du tout, plutôt pas, etc. Non, ça n'a aucun sens parce que on évalue plusieurs points à la fois. Qu'est-ce qui se passe si l'un est vrai et l'autre non? Les participants sont totalement perdus, et vous, quand vous recevez les résultats, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé parce que vous ne savez justement pas faire la part des choses entre ces 2 points. Donc si vous avez 2 points à évaluer, vous en faites 2 lignes d'une question matrice, et par la même occasion, vous vous rendez compte que vous en avez probablement plus que ça à évaluer, donc vous en mettrez un peu plus, tout en gardant une longueur raisonnable, c'est en général 5-6 lignes maximum pour une question matrice. Enfin, un dernier type de question qui, lui, n'est pas à utiliser quand c'est pertinent, mais lui est à ne jamais utiliser, ce sont les questions oui-non. Les questions oui-non, c'est une aberration. On a l'impression que c'est plus simple pour les répondants, sauf qu'en général, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas totalement tranché. Donc, beaucoup de participants vont avoir énormément de mal à choisir, et au final, leur réponse ne va pas dire grand-chose, parce que, franchement, 5 minutes plus tard ou 5 minutes plus tôt, ils auraient répondu l'autre, quoi. Donc, quand vous évaluez quelque chose, c'est pas du oui-non, c'est pas est-ce que vous êtes satisfait oui-non, c'est toujours une échelle. Moi, j'utilise pas du tout, plutôt pas, neutre,
plutôt tout à fait en ajoutant en général un non concerné à la fin. Et ça a du sens, et on dirait pas, mais c'est beaucoup plus facile en fait pour les participants de répondre à cette question. La question oui-non, elle pourrait éventuellement avoir du sens dans une question d'utilisation. Est-ce que vous utilisez telle chose? Est-ce que vous ceci ou cela? Mais en fait, c'est même pas forcément la plus adaptée pour ça, parce que là aussi, on peut utiliser une échelle de fréquence. Par exemple, c'est pas est-ce que vous utilisez le bus? Oui, non, c'est à quelle fréquence est-ce que vous utilisez le bus? Tous les jours, toutes les semaines, etc. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus pertinent qu'une question oui-non. Parce que si les gens vous disent qu'ils utilisent le bus, s'ils l'utilisent absolument tous les jours depuis 20 ans, ou oui, ils utilisent le bus une fois tous les 3 mois quand ils n'ont pas le choix, leurs réponses n'ont pas du tout la même valeur. Et ça, vous avez évidemment intérêt à le savoir, c'est pour ça que même dans ce cas-là, une question échelle est beaucoup plus appropriée. Promis, ça y est, j'arrête enfin de vous embêter, on peut passer à la formulation des questions et à la forme de manière générale du questionnaire, et ça concerne les 3 points suivants. Déjà, votre questionnaire doit être accessible, pas de jargonnage, pas de sigles. L'image, c'est que vous posez vos questions avec 200 mots de vocabulaire. Alors, je ne sais pas s'il y en a vraiment 200, on s'en fout, mais vraiment, faites le plus simple possible. Dites-vous que vous ne savez pas exactement qui va répondre. Souvent, moi, je demande à mes clients, mais ce terme-là, est-ce que vous êtes sûr que tous les répondants le connaîtront? Et souvent, les clients me répondent oui. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, dans tous les cas de figure. Parce que, à moins d'interroger 2 personnes que l'on connaît par cœur, on ne sait jamais en fait. On interroge facilement des dizaines, des centaines, voire beaucoup plus de participants que ça, et on ne les connaît pas tous personnellement, on ne sait pas quelle est leur situation à tous. Donc même des entreprises qui se disent bah non mais ça c'est le vocabulaire de l'entreprise, les employés le connaissent, etc. Bah non, on ne peut pas partir de ce principe-là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une direction dans laquelle on n'utilise pas ces termes-là, on ne sait jamais. Donc là-dessus, vraiment, il faut faire preuve d'humilité en se disant « je ne sais pas exactement ce que savent mes participants », donc, dans le doute, j'utilise des termes que tout le monde comprend. Dans le doute, quand j'utilise un concept, quand je parle d'un événement ou de je sais pas quoi, je rappelle rapidement de quoi on parle. Si je parle des valeurs de l'entreprise, ben je les rappelle. Je ne pars pas du principe que tout le monde les connaît par cœur. Ensuite, sur la forme toujours, il y a des chances que vous ayez un certain nombre de questions avec des échelles, avec des évaluations, etc. Là, l'idée est vraiment de converger un peu sur l'utilisation des échelles, d'avoir une échelle, peut-être 2 ou 3, si vous mesurez différentes choses. Hein. Comme je le disais plus tôt, il y a une échelle de satisfaction et il y a une échelle de fréquence, mais avoir ces quelques échelles types que vous utilisez tout au long du questionnaire. Alors, bien sûr, il faut alterner avec d'autres types de questions, etc., d'autres mécanismes, mais garder les mêmes échelles, ça permet aux participants de garder leurs repères et de ne pas réapprendre, se réapproprier un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de réponse à chaque nouvelle question. C'est absolument épuisant. J'ai déjà répondu à un questionnaire de satisfaction client où à chaque question, on avait une échelle légèrement différente. Pas totalement différente, mais pas tout à fait la même non plus, ce qui fait que je ne pouvais pas répondre les yeux fermés parce que je savais où était ma réponse. Non, il fallait que je relise à nouveau tous les points en me disant « Ah, bon, cette fois, c'est là qu'il faut que je clique. » Donc non, ça, c'est pas possible. Donc vraiment, mettez un peu d'uniformité dans votre enquête. Je sais que vous n'avez pas envie que votre questionnaire soit monotone, que toutes les questions se ressemblent, mais ce ne sera pas le cas. Si vous appliquez bien tous les points, c'est-à-dire que vous avez vos différentes parties, avec pour chaque partie un enchaînement logique de questions, et pour chaque question, le type vraiment approprié à ce type de questions-là, il n'y a vraiment aucune raison que vous ayez un questionnaire où toutes les questions se ressemblent. Le dernier point sur la forme, et je n'insisterai jamais assez dessus, c'est de laisser de la flexibilité aux répondants. Il y a énormément, peut-être même une majorité, de concepteurs d'enquête en ligne qui se comportent, malgré eux évidemment, comme des dictateurs qui refusent qu'on les contredise. L'image peut paraître forte, mais énormément d'enquêtes imposent la réponse à toutes les questions, ou presque, ne mettent jamais de autres, très peu ou pas du tout de questions ouvertes, etc. Ce qui fait que les répondants qui auraient le malheur, pour une question ou pour plusieurs, de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas rentrer dans les cas qu'avait imaginé le concepteur de l'enquête, ces participants-là vont se retrouver coincés. Donc à ce moment-là, soit ils abandonnent, soit ils répondent n'importe quoi, soit tout simplement ils avaient une idée en plus qu'ils auraient bien
donner, sauf qu'eux, ils n'en ont pas la possibilité. Donc, vraiment, laissez de la flexibilité aux répondants. Dites-vous bien que vous ne pouvez jamais anticiper tous les cas. Je ne peux jamais anticiper tous les cas. C'est mon métier, je fais ça depuis des années, mais quand je conçois une question, je me dis toujours comment est-ce que je peux faire en sorte qu'une personne qui ne serait pas concernée par la question ou qui ne serait pas concernée par la manière dont j'ai pensé la question et la manière d'y répondre, comment je fais en sorte que cette personne-là puisse s'y retrouver et, encore mieux, comment je fais en sorte que cette personne puisse signifier qu'elle n'était pas dans ce cas-là. Parce que c'est ça le plus important. Je vois passer beaucoup d'enquêtes qui sont, pour certaines, pas top, pour d'autres, absolument épouvantables. Et en fait, les personnes qui font ces enquêtes ne pourront jamais s'en rendre compte parce que tout est tellement verrouillé, cadenassé, que il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte, en fait. Il n'y a pas un champ de commentaires à la fin où les participants disent franchement, j'ai pas pu lire telle ou telle chose, ou là, j'ai rien compris, ou là, mais toute cette partie-là, elle me concerne pas, je comprends pas pourquoi j'étais obligé d'y répondre. Tout ça, non. Il n'y a même pas la possibilité de sauter des questions, parce que sauter une question, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire que la personne n'a pas compris, ça veut dire qu'elle n'est pas concernée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste de la fainéantise du participant. Donc, pensez bien à intégrer ces points-là dans votre questionnaire. Concrètement, aucune question de votre enquête ne doit être obligatoire, ou presque. Quand je dis ou presque, c'est vraiment une exception. Il y a peut-être 2-3 questions de votre enquête qui sont obligatoires, parce que les réponses sont indispensables pour comprendre vraiment les réponses du participant aux autres questions de l'enquête, mais vraiment c'est un maximum, 3 questions obligatoires. Le reste est facultatif. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vraiment, les questions obligatoires, pour moi, c'est la pire erreur des enquêtes en ligne. Mais c'est pas le seul outil pour mettre de la flexibilité. Donc, les questions facultatives, oui. Il faut aussi mettre une réponse autre à chaque fois ou presque que vous posez une question fermée. C'est-à-dire quand il y a une question échelle, il n'y a pas de autre, parce que voilà, les gens se positionnent sur l'échelle qui va d'un extrême à l'autre, si votre échelle est bien conçue. Mais si ce n'est pas une question échelle, vous devez avoir systématiquement un cas autre, même si vous avez l'impression d'avoir tout envisagé. Il m'est déjà arrivé de me retrouver avec un client qui m'a listé les pays dans lesquels ses employés se trouvaient. Je lui ai dit, vous êtes sûr qu'il y a tout? Il m'a dit, mais oui, je suis sûr, c'est bon. Bah non, il n'y avait pas tout. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, moi je suis au Vietnam, j'ai pas eu la possibilité de mettre que j'étais au Vietnam. Donc même là, même quand vous avez l'impression que vous savez tout, mettez un autre. Au pire, personne l'utilise. Et au mieux, ça vous permettra d'apprendre des choses, de vous dire, en fait, j'avais des gens au Vietnam, je le savais pas. Le troisième point de flexibilité, c'est de mettre un non concerné. Quand vous posez une question fermée, et notamment cette fois-ci une question échelle, vous ajoutez un point non concerné. Parce que je ne vous raconte pas le nombre de questions où on demande aux gens d'évaluer un certain nombre de points qui, pour certains, ne les concernent pas du tout. Et il y a souvent des gens qui me disent, oui, mais bon, si je mets les questions facultatives, j'ai pas besoin d'ajouter le non concerné. Si, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les questions sont facultatives, il y a des gens qui n'utiliseront pas le non concerné, ou du moins, voilà, si je dois cliquer 6 fois de suite sur le non concerné, ça peut faire une différence entre continuer ou abandonner l'enquête. Si en revanche, une personne n'est pas du tout concernée par ces 6 points, elle n'y répond pas, elle passe à la suite, et là, il n'y a pas de mal. Vraiment, le non concerné, en plus du facultatif, c'est essentiel. Exemple bête, une enquête de satisfaction client où on me demande ce que j'ai pensé du service après-vente auquel je n'ai pas fait appel. Alors là, qu'est-ce que je suis censé faire quand on m'oblige à répondre? Ça dépend. Des fois, je réponds n'importe quoi, et des fois, j'abandonne l'enquête parce que ça m'énerve. Dites-vous bien que vos participants aussi peuvent être dans ce cas-là. Et le dernier point de flexibilité, c'est les questions ouvertes. Alors, on entend parfois dire que les questions ouvertes, c'est trop compliqué, c'est trop long, ça demande trop d'énergie, les participants abandonnent, ils ne répondent pas. C'est faux. C'est faux. Alors oui, il y a moins de gens qui répondent aux questions ouvertes qu'aux questions fermées, c'est un fait, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a quand même des gens qui y répondent, et qui répondent des choses que vous ne pouvez pas obtenir avec une question fermée. Donc, des questions ouvertes, il va y en avoir, on va dire, de manière logique dans le déroulé de votre questionnaire. Vous avez différentes parties, pour chaque partie, vous avez une logique du questionnement, et dans cette logique du questionnement, souvent, il y a des questions ouvertes qui vont s'imposer. Parfois, il est même obligatoire, on va dire, de poser une question ouverte, parce que votre question, je sais pas, une question d'évaluation ou autre, va aller interroger les participants sur des points délicats, sur des points où on se dit, là, ils vont avoir des choses à dire. Donc à ce moment-là, il faut mettre la question ouverte, ne pas la mettre, ça paraît bizarre, mais ne pas la mettre ferait plus de mal aux répondants que de la mettre. Donc,
Les questions ouvertes ne sont pas forcément un mal, ça peut au contraire être quelque chose qui va booster la participation et qui va booster l'engagement dans votre enquête. Et il y a un type de question ouverte un peu particulier, c'est la question commentaire à la fin. Tout questionnaire, toute enquête, vraiment toute, devrait avoir une question, voilà, vos derniers commentaires à la fin, parce que c'est vraiment la voiture balai. S'il y a des problèmes dans votre enquête, s'il y a des cas que vous n'avez pas envisagés, si les gens avaient envie de dire quelque chose, avaient envie de soumettre des idées, avaient envie de faire un retour, et que la construction de votre enquête ne l'a pas permis, c'est là-dedans que vous allez récupérer les informations essentielles. Donc vraiment, cette dernière question, cette voiture balai, c'est ultra important pour votre enquête, parce que ça peut même vous permettre de mieux comprendre les résultats à certaines questions. Ça peut vous permettre de dire, ben, ok, je ne l'avais pas forcément anticipé, mais les réponses à cette question-là, il faut peut-être que je les regarde sous cet angle-là. Ou alors, les réponses à cette question-là, d'après les commentaires que j'ai, il va falloir que je les prenne avec des pincettes, avec un peu de recul, parce que je me rends compte que la question n'a pas été si bien comprise que ça, parce que je me rends compte qu'il y avait voilà, des facteurs qui font que la situation n'est pas aussi claire que je l'imaginais. Donc ça, vraiment, ce sont des choses qui vont vous aider vraiment énormément dans l'analyse des réponses à votre enquête et qui aideront aussi les participants, parce que ça fait la différence entre un participant qui termine l'enquête frustré de ne pas avoir pu dire ce qu'il a pu dire, et un participant qui peut se lâcher à la fin en disant bah, « purée, ce truc que je veux dire depuis le début, enfin je peux ». Et le dernier point va concerner plutôt les outils pour votre enquête. Alors, les outils, il y a bien sûr l'outil d'enquête en lui-même. Si vous en avez les moyens, vous pouvez investir dans un outil qui aura un look un peu plus pro, un peu plus personnalisable, qui vous permettra de bénéficier de fonctionnalités un peu plus avancées, même si ça peut être plus une distraction qu'autre chose. Le fait d'aller se perdre dans tout un tas de fonctionnalités, ça peut faire perdre de vue des points beaucoup plus importants qui sont finalement tout ce qu'on a listé avant, des points sur les objectifs, sur la cible, sur la structure, sur les logiques de questions, etc. Donc les fonctionnalités, oui, mais ça ne va pas devenir une fin en soi. Des outils très basiques comme Google Forms peuvent faire l'affaire dans la plupart des cas de figure en fait. Et au-delà de l'outil de l'enquête en lui-même, vous pouvez investir déjà dans la préparation. Investir dans un expert qui vous accompagnera vraiment sur l'aspect méthodologique, qui apportera une expertise de l'expérience utilisateur, des questionnaires, de la conception d'enquête, qui sera à la hauteur de vos enjeux. Ça peut être également d'investir dans l'utilisation des résultats, donc déjà dans l'analyse, pour être sûr de regarder convenablement les résultats, de ne rien laisser passer, de ne pas faire dire aux chiffres plus que ce qu'ils veulent dire. Donc ça aussi, ça passe par l'accompagnement d'un expert, et clairement sur ces deux points-là, c'est un expert en enquête en ligne qu'il faut, ça c'est mon métier, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner sur d'autres sujets pour inclure votre enquête dans un projet plus global, pour déterminer des plans d'action et assurer le suivi de ces plans d'action. Ça, c'est le métier d'autres personnes, c'est pas le mien. Voilà, il y a des consultants en ressources humaines, en relations clients, en gestion du changement, voilà, ça va dépendre vraiment de votre enquête et de votre projet, mais il y a aussi des gens qui peuvent vous accompagner, on va dire, pour placer votre enquête dans un cadre plus global. Parce que si c'est juste faire une enquête pour faire une enquête et derrière on n'en fait rien, ça sert à rien. Voilà, donc là je voulais juste apporter cette précision sur, il n'y a pas que dans l'outil qu'on peut investir, et c'est même pas forcément dans l'outil que vous obtiendrez le plus de valeur ajoutée, mais aussi que dans l'accompagnement, il y a différents métiers. Le mien, vraiment, est concentré sur l'enquête, donc avant, pendant, après, mais vraiment autour de l'enquête, et il y en a d'autres dont le métier est plus large, mais qui ne sont pas des spécialistes des enquêtes. Je suis totalement convaincu de la complémentarité des expertises. Moi, je travaille le mieux en combinant mon expertise des enquêtes en ligne et l'expertise que mon client a de son sujet, quand en plus de ça, on apporte l'expertise d'un consultant qui va être beaucoup plus transversal, on arrive à des choses très intéressantes. Donc voilà pour ces 8 points essentiels. Alors, tout n'est pas forcément immédiat à mettre en place. Il y en a certains qui sont contre-intuitifs, mais bon, c'est tout, hein. Tout n'est pas toujours intuitif dans la vie. Si vous suivez uniquement votre intuition, vous vous plantez. C'est pour ça aussi qu'il y a les experts qui sont là pour vous guider. Donc voilà, moi j'ai partagé mon expertise et mes conseils de ce que je vois depuis des années. J'espère que ça vous sera utile. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus,
Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aller sur créerunquestionnaire.fr, il y a plein d'articles déjà sur le sujet qui détaillent un peu plus ces bonnes pratiques et qui vont plus dans le détail et plus dans le concret sur certains des points que j'ai présentés un peu rapidement aujourd'hui. Et évidemment, si je peux vous être utile sur un projet, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.